Rejeté par ma propre famille le soir de Noël, j'ai décidé de ne pas me laisser faire. De retour dans ma voiture, j'ai envoyé une capture d'écran compromettante que je gardais précieusement. En 10 minutes, la famille a implosé. Il y a quelque chose avec le réveillon de Noël qui pousse les gens à montrer leur vrai visage. Peut-être que ce sont les sourires forcés, la dinde au marron trop cuite, ou la façon dont tout le monde prétend avoir toujours été une grande famille heureuse. Quoi qu'il en soit, j'aurais dû me douter que je n'aurais pas dû venir cette année. Mais je suppose qu'une partie de moi pensait encore que les choses pouvaient redevenir comme avant les secrets, avant les mensonges, avant que ma mère ne commence à me regarder comme si je n'étais rien de plus qu'un bruit de fond dans son petit récit parfait. Je m'appelle Julien. J'ai 26 ans. Pas le gars le plus passionnant que vous rencontrerez. J'ai un boulot barbant dans l'informatique. Je lis beaucoup de récits de crimes réels et je passe la plupart de mes week-ends à retaper une vieille Peugeot qui est pratiquement plus rouillée qu'autre chose. J'étais l'enfant prodige à l'époque où les notes comptaient et où ma mère pouvait se vanter de moi à son groupe de prière. Tout a changé lorsque ma jeune sœur, Chloé, s'est trouvée un petit ami qui savait y faire pour charmer son monde. Ce type aurait pu incendier la maison qu'elle aurait trouvée ça romantique. Chloé a 2 ans de moins que moi et a toujours été le centre de l'attention. Depuis notre enfance, elle avait cette façon de tout ramener à elle. Si je recevais un prix, elle pleurait d'être laissée de côté. Si j'étais puni, elle boudait parce que je gâchais l'ambiance. Mais tout le monde l'adorait. Elle était la jolie, la douce, celle qui pouvait tout se permettre parce que, c'est Chloé, quoi. Et ma mère, elle marchait à fond dedans. Je jure que cette femme aurait pu être ensevelie sous les preuves que Chloé avait menti, elle aurait quand même trouvé un moyen de me blâmer. Les choses ont pris un tournant il y a quelques années, mais je n'ai rien dit avant ce réveillon. J'ai attendu, planifié, regardant tout se dénouer en coulisses pendant qu'il pensait que j'étais juste le grand frère aigri. Mais je m'emballe. Laissez-moi vous ramener au début, quand j'ai reçu l'invitation. Ou plutôt, le SMS. Salut Julien, le dîner est à 20h. Apporte le dessert. Maman. Non. S'il te plaît, non. Je t'aime. Juste une mission, une tâche, comme si j'étais le personnel de service. Ça n'aurait pas dû me déranger. Ce n'était pas nouveau, mais ça m'a touché. Ça me touche toujours. Parce que je me souviens encore quand elle m'appelait son petit héros. Quand elle me demandait de l'aide pour choisir les cadeaux d'anniversaire de Chloé, parce que, tu la connais mieux que personne. Ces jours étaient révolus depuis longtemps. Maintenant, j'étais juste le type qui n'avait pas apporté assez de crème chantilly l'année dernière. J'ai fixé le message pendant une bonne minute avant de répondre avec un pouce levé. Je n'ai même pas eu de réponse, juste un « lu ». C'était 10 jours avant Noël. Le truc avec ma famille, c'est qu'ils sont très à cheval sur les apparences. Ma mère organise la fête chaque année comme si c'était une réception royale. On parle de chemin de table, de cartons nominatifs, de 3 sortes de farces différentes. Elle invite toute la bande, mes oncles, tantes, cousins, et même des gens de son groupe de l'aumônerie qui n'ont nulle part où aller. Et bien sûr, le petit ami de Chloé a une place de choix, au centre, comme s'il était l'invité d'honneur. Le type s'appelle Antoine. Ouais, Antoine. Si ça ne vous dit pas tout, je ne sais pas ce qu'il vous faut. C'est un de ces types qui sentent toujours le parfum cher et qui parlent comme s'ils avaient lu un livre sur la confiance en soi sans le comprendre. Il a ce petit demi-sourire suffisant, comme s'il était constamment en train de gagner un jeu dont personne d'autre ne connaît les règles. Le Noël dernier, il a offert à tout le monde des mugs assortis avec ses initiales dessus. J'aimerais plaisanter. Mais ce qui m'a vraiment achevé, c'est la façon dont ma mère le traitait. On aurait dit qu'il marchait sur l'eau. Antoine a réparé le broyeur d'évier. Antoine a appris à Chloé à faire du risotto. Antoine a dit que Julien devrait chercher un meilleur travail. Il est si sage. C'était comme la regarder essayer de me remplacer par un modèle plus récent. J'ai commencé à faire une liste. En fait, chaque fois qu'elle le mentionnait d'une manière qui ressemblait à une pique contre moi, je l'ajoutais à ce que j'appelais le « dossier Antoine ». Non pas que je pensais l'utiliser un jour, mais parce que ça me donnait le sentiment de ne pas être fou. Bref, la semaine avant Noël, quelque chose d'étrange s'est produit. J'ai reçu une notification sur mon téléphone, une demande AirDrop. J'étais au garage, attendant qu'on change mes pneus, et quelqu'un avait essayé de m'envoyer une photo.
J'ai refusé, évidemment, mais c'est arrivé encore et encore. Des photos gratuites, toutes provenant de quelqu'un à proximité. La dernière est passée avant que je puisse la rejeter. Elle était floue, mais j'ai reconnu deux choses immédiatement, l'écriture de Chloé sur un bloc-notes et le nom d'Antoine. Et à côté, un chiffre. Un gros chiffre avec un symbole euro. C'est là que j'ai commencé à creuser. Je ne vais pas mentir. J'ai un certain ensemble de compétences. Rien de spectaculaire, juste des années à fouiner dans des tableurs, des sauvegardes de téléphone et des disques cloud. Je n'aime pas qu'on me mente. Et je n'aime vraiment pas qu'on me fasse croire que j'imagine des choses. Ce que j'ai découvert au cours des jours suivants n'était pas de simple commérage ou de la jalousie. C'était pire. Bien pire. Mais je n'ai confronté personne. Pas encore. J'ai tout capturé en écran, sauvegardé dans un dossier nommé « Recettes de fête » sur mon téléphone, au cas où quelqu'un deviendrait curieux. Je savais que je devais attendre. Si je soulevais le problème trop tôt, je serais le méchant, le frère aigri et rancunier essayant de gâcher l'ambiance. Mais si j'attendais, si je choisissais le bon moment, je pourrais leur faire voir, vraiment voir ce qui se passait. Et peut-être, juste peut-être, je pourrais enfin récupérer un peu de la dignité qu'ils m'avaient arrachée au fil des ans. Le matin du réveillon, j'ai préparé une tarte tatin maison. Pas parce qu'on me l'avait demandé, mais parce que ça me donnait quelque chose à faire de mes mains, quelque chose qui semblait normal. J'ai même sculpté un petit motif de feuilles dans la pâte. L'odeur était incroyable. Je l'ai emballé soigneusement et je me suis habillé avec ma chemise et mon jean habituel. Rien d'extraordinaire, juste assez pour avoir l'air de m'en soucier. Je suis parti un peu en avance, sachant que la circulation serait un cauchemar. Et bien sûr, ce fut le cas. Il m'a fallu presque 1 heure pour traverser la ville. Quand je suis enfin arrivé dans l'allée de ma mère, la maison ressemblait à une image de magazine de décoration. Des guirlandes sur le porche, une couronne sur la porte, des bougies scintillantes aux fenêtres. J'ai presque ressenti de la nostalgie. Mais ensuite, je suis sorti de la voiture. Je n'ai même pas eu le temps de monter les marches que j'ai entendu la voix de mon oncle Alain. Forte, odieuse, et beaucoup trop bruyante pour quelqu'un qui ne m'avait pas vu depuis 1 an. Tiens, regardez qui voilà, dit-il, debout dans l'embrasure de la porte avec une bière dans une main et un sourire narquois. Je ne pensais pas que tu viendrais après ce qui s'est passé la dernière fois. J'ai cligné des yeux. Qu'est-ce que tu veux dire, la dernière fois? Il a juste ri. Tu sais très bien. Allez, ne rends pas les choses bizarres. Je n'avais pas vu mon oncle Alain depuis le barbecue du 14 juillet, où il avait fini complètement ivre et avait renversé le grill. Mais d'une manière ou d'une autre, c'est moi qui étais le problème. J'ai essayé de l'ignorer, en équilibrant la tarte d'une main tout en montant les marches. C'est alors que j'ai entendu sa voix. Julien, a dit ma mère, apparaissant derrière Alain. Nous n'étions pas sûrs que tu viendrais vraiment. Son ton était sec. Pas froid, exactement, mais distant, comme si j'étais un collègue qui avait manqué une réunion. J'ai apporté la tarte, dis-je en la tendant comme une offrande de paix. Elle ne l'a même pas regardée. Nous avons largement assez de dessert. D'accord. Puis, derrière elle, j'ai entendu le rire de Chloé. Ce même gloussement aigu qu'elle utilisait quand elle s'apprêtait à mentir. Et juste à côté d'elle se trouvait Antoine, regardant son téléphone comme s'il s'ennuyait à mourir. Je pensais avoir une place à table, dis-je, confus, passant la tarte d'une main à l'autre. Ma mère a souri, un sourire crispé et poli. Oh, eh bien. Les parents d'Antoine sont arrivés à l'improviste. Nous avons dû faire quelques ajustements. Tu comprends, n'est-ce pas? C'est là que Chloé est intervenue. Ce n'est qu'un repas, Jus. Ne sois pas dramatique. J'étais toujours debout sur le perron, sans même avoir franchi la porte. Personne n'avait bougé pour me laisser entrer. Personne n'avait pris la tarte. Mes bras commençaient à fatiguer. Tu n'es pas le bienvenu ici, a soudainement lâché mon oncle Alain, en prenant une gorgée de sa bière. Tu sèmes le drame partout où tu vas. Peut-être que tu devrais juste passer ton tour cette fois. Je suis resté là, abasourdi. C'était comme si les mots ne s'enregistraient pas au début, mais ensuite je l'ai vu. Ma mère, tendant la main derrière elle pour attraper une chaise, ma chaise, et la donner à Antoine, qui n'a même pas levé les yeux.
c'est à ce moment-là que j'ai fait demi-tour, je suis retourné à ma voiture et je me suis assis à l'intérieur un instant, respirant, pensant, sentant cette vieille brûlure familière dans ma poitrine que j'avais passé des années à ravaler. Puis j'ai ouvert le dossier intitulé « Recette de fête ». J'ai choisi une capture d'écran, une seule, celle qui ferait tout exploser. J'ai appuyé sur envoyer. 10 minutes plus tard, mon téléphone a commencé à vibrer frénétiquement. Et c'est là que le vrai chaos a commencé. Je ne suis pas parti tout de suite. Je suis resté assis dans ma voiture, la tarte sur le siège passager. Mon téléphone s'illuminait comme s'il essayait de m'avertir de la tempête que j'avais déclenchée. Un message, puis un autre, et encore un autre. D'abord Chloé, puis ma mère, puis une série d'émojis en colère de quelqu'un à qui je n'avais pas parlé depuis des années. Le groupe de discussion, festin de famille, explosait. La capture d'écran que j'avais envoyée n'était pas compliquée. Juste la photo d'un chèque à l'ordre de Chloé pour 14 000 €. Ligne de mémo, avance partielle. On expliquera plus tard, signé par mon défunt grand-père. Un chèque dont personne d'autre n'était au courant, surtout pas le reste de la famille qui se disputait encore au sujet de sa succession. Je n'avais rien dit avec la photo. Je l'ai juste lâché dans la discussion comme une grenade et j'ai attendu. Vous voyez, quand grand-père est décédé l'année dernière, il n'a pas laissé de testament traditionnel. Il avait été méticuleux, mais discret. La succession était en cours de règlement, et ma mère était l'une des exécutrices testamentaires. Il y avait eu toute cette histoire d'évaluation des actifs, de comptes gelés et de promesses de partage équitable. Mais quelque chose m'avait toujours semblé louche. Trop calme, trop orchestré. J'ai trouvé le chèque par hasard il y a 2 mois, après avoir mis à jour le vieux disque de sauvegarde de grand-père. J'ai aidé mon cousin Noé avec des trucs techniques et j'ai utilisé mon propre équipement pour scanner le contenu. La plupart étaient sans intérêt, de vieilles photos, des documents Word, quelques reçus scannés. Mais ensuite, j'ai ouvert un dossier intitulé « Privé » pour l'exécuteur seulement. À l'intérieur se trouvait un scan PDF de ce chèque, ainsi qu'un court échange de mails entre grand-père et Chloé. Je ne sais pas comment il est arrivé là. Peut-être qu'il avait l'intention de le supprimer. Peut-être qu'il s'en fichait. Quoi qu'il en soit, il était là. Elle avait demandé, une petite faveur, pour l'aider avec son projet d'entreprise et avait promis que ce serait juste entre eux. Grand-père avait accepté à contre-cœur. Cet email était daté de 3 semaines avant qu'il ne tombe et se frappe la tête. Personne n'a jamais mentionné cet argent. Chloé a joué le rôle de la petite fille en deuil comme si elle passait une audition pour un Oscar. J'ai gardé le silence, attendant une bonne raison de tout faire sauter. Et maintenant, il m'avait pris ma place, s'était moqué de moi, m'avait fermé la porte au nez comme si j'étais un livreur avec la mauvaise adresse. J'ai regardé le groupe de discussion passer de la confusion au déni, puis à la panique pure. Maman, c'est quoi ça? Julien, supprime ça tout de suite. Mon oncle Alain, de toutes les personnes, est intervenu, ça a l'air faux. Mon cousin Noé, que Dieu le bénisse, a finalement pris la parole, attendez, maman n'avait pas dit que personne n'était autorisé à prendre de l'argent avant la fin du règlement de la succession? C'est tout ce qu'il a fallu. Une étincelle dans une forêt sèche. J'ai fermé la discussion, démarré ma voiture et je suis parti. Pas à la maison, cependant. Je n'étais pas prêt à m'asseoir dans ce silence. Au lieu de ça, je me suis arrêté à une station-service sur la route et je suis resté là, à regarder les messages continuer d'affluer. Plus ils essayaient de trouver des explications, pire c'était. Antoine m'a même envoyé un message directement, c'est bas, mec. Vraiment bas. Je n'ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin. C'était fou de voir à quelle vitesse la culpabilité s'est transformée en rage. Comme si j'étais le méchant pour avoir révélé quelque chose qu'il cachait. Comme si j'avais gâché Noël simplement en refusant de manger ma part de mensonge et de continuer à sourire. Le dernier message de ma mère disait, on parlera de ça plus tard. S'il te plaît, ne gâche pas ce qui reste de la journée. Comme s'il y avait encore une journée à sauver. Je suis rentré chez moi dans le noir, ma tarte intacte. Mon appartement était froid et silencieux, et j'ai réalisé à quel point j'étais seul. Mais bizarrement, cette nuit-là, j'ai mieux dormi que je ne l'avais fait depuis des mois. Les retombées n'ont vraiment commencé que le lendemain. Mon téléphone a sonné à 8h12. C'était ma tante Rachel, la femme de l'oncle Alain.
Elle ne m'appelle jamais. J'ai hésité, puis j'ai décroché. Julien, dit-elle à voix basse. Peux-tu me renvoyer cette capture d'écran? Alain l'a supprimée du groupe. Alors, je l'ai fait. À midi, 3 autres cousins m'avaient envoyé des messages. Il s'est avéré que la succession de grand-père devait être partagée équitablement entre les petits-enfants. 5 d'entre nous au total. Ce chèque à Chloé, c'était sa tentative d'obtenir sa part en avance. Sauf qu'elle ne l'avait pas seulement prise en avance. Elle en avait pris plus. Plus tard dans la journée, j'ai posté le reste des documents, les emails. Un deuxième chèque plus petit à Antoine de 3 500 € pour une aide marketing. Celui-là a fait l'effet d'une gifle. Le groupe de discussion a implosé. Des gens sont partis. Les captures d'écran ont fusé. Chloé a essayé de m'appeler 3 fois. Puis elle a envoyé un message vocal. Je ne l'ai même pas écouté. Je l'ai juste sauvegardé dans mes archives. Une assurance. Pendant les jours qui ont suivi, les choses ont été étrangement calmes. Ma mère n'a pas appelé. Pas d'excuses, pas d'explications. Chloé est devenue silencieuse. Puis, sortie de nulle part, Noé m'a envoyé un texto, « Mec, réunion de famille chez ta mère. Demain, 18 h. Sois là. » Je n'ai pas répondu, mais je suis venu. J'étais habillé en noir. Pas pour le drame, juste parce que ça me semblait approprié. L'ambiance dans ce salon était si tendue qu'on aurait pu la couper au couteau. Tout le monde était là, sauf Chloé et Antoine. Ma mère avait l'air de ne pas avoir dormi. L'oncle Alain avait l'air agacé, comme s'il préférait être n'importe où ailleurs. Tante Rachel serrait un dossier en carton. Noé m'a fait un signe de tête quand je suis entré. Merci d'être venu, a dit ma mère, sans me regarder. Bien sûr, ai-je dit, m'asseyant à l'autre bout du canapé. Personne ne m'a offert à boire. La réunion a consisté en 2 heures de dispute. Chacun essayant de comprendre combien Chloé avait pris, comment cela était passé inaperçu, et ce qui pouvait être fait. Ma mère l'a défendu au début. Bien sûr. C'était juste une erreur. Elle pensait pouvoir le rembourser. Mais quand Noé a sorti l'échange de mai de l'avocat de la succession confirmant qu'aucun fonds ne devait être débloqué, son ton a changé. Elle a fait une erreur, a-t-elle répété. Mais c'est la famille. C'est là que j'ai dit, moi aussi. Où tu as oublié ça quand tu as donné ma chaise à son petit ami? Silence. Un silence lourd et suffocant. Ma mère m'a regardé, la bouche légèrement ouverte. Julien, ça n'avait rien à voir avec toi. Vous n'aviez rien à faire du tout, ai-je dit, en gardant ma voix calme. Vous avez fait un choix, tout comme elle a fait un choix. Et maintenant, vous devez tous vivre avec. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. Je me suis juste levé, j'ai fait un signe de tête à Noé et je suis sorti. L'air extérieur semblait plus froid qu'avant. Comme si quelque chose avait changé. Cette nuit-là, j'ai reçu un autre message. Celui-ci ne venait pas de la famille. C'était Antoine. Il disait, il faut qu'on parle. Je sais des choses. Des choses que tu ne sais pas. J'ai fixé l'écran, le cœur battant, parce qu'Antoine n'était pas du genre à bluffer. Il n'était pas assez malin pour inventer des choses, mais il était assez arrogant pour parler quand il ne le devrait pas. Je n'ai pas répondu. Pas encore. Mais je savais que ce n'était pas fini. Loin de là. Ce qu'il a envoyé ensuite a tout changé. Quand le message d'Antoine est apparu cette nuit-là, il faut qu'on parle. Je sais des choses. Des choses que tu ne sais pas, j'ai senti mon estomac se nouer d'une manière que je n'avais pas ressentie depuis que mon père était parti quand j'avais 12 ans. C'était cette même angoisse rampante, celle qui s'enroule derrière vos côtes quand vous savez que la page suivante de l'histoire va tout changer. J'ai fixé mon téléphone pendant 10 minutes avant de répondre par un simple « parle ». Pas de réponse, pendant des heures. Puis à 2h13 du matin, juste au moment où je glissais dans ce demi-sommeil où vos pensées se fondent en statique, mon téléphone a vibré. C'était un long paragraphe, sans ponctuation, précipité, brouillon. Elle m'a forcé à encaisser les chèques les deux je voulais pas mais elle a dit que sa mère était au courant elle a dit que l'argent était un accès anticipé et que tu finirais probablement par le découvrir elle m'a dit que si je disais quoi que ce soit elle dirait que c'était mon idée GD.
Capture d'écran, je veux te les envoyer mais pas ici, j'ai cligné des yeux devant l'écran. Je ne savais pas ce qui me perturbait le plus, qu'Antoine soit enfin en train de craquer, ou qu'il pense que j'étais la personne de confiance. Le type qu'ils avaient mis à l'écart le soir de Noël était maintenant la seule personne à qui ils pouvaient se fier. C'était surréaliste, mais je n'ai pas jubilé. Pas à ce moment-là. Nous avons convenu de nous rencontrer le lendemain, dans un café à mi-chemin entre chez lui et chez moi. Un de ces endroits branchés où tout est en bois de récupération et où tournent des playlists indie. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je suis juste resté assis sur mon canapé, rejouant chaque souvenir, chaque commentaire anodin de Chloé de l'année écoulée. Tout a commencé à s'emboîter comme un puzzle morbide. Antoine est arrivé en retard, l'air nerveux. Pas de sourire éclatant, pas de veste chère, juste un sweat à capuche, un jean et des yeux injectés de sang. Il tenait une enveloppe Kraft dans sa main comme si elle pouvait le brûler. Il l'a glissée sur la table sans un mot. À l'intérieur se trouvaient des impressions de SMS, des captures d'écran de transactions Lydia, et même une photo de Chloé tenant un chèque tout en faisant un doigt d'honneur à l'appareil photo avec son autre main. La date, 3 jours après les funérailles de grand-père. Elle disait que ça lui était dû, a marmonné Antoine, en remuant son café, même s'il n'y avait rien ajouté. Elle disait que le reste d'entre vous n'en faisait pas assez pour lui. Qu'elle était la seule à lui rendre visite à l'hôpital, donc elle méritait plus. J'ai eu envie de jeter la tasse à travers la pièce, non pas parce que j'étais surpris, mais parce qu'une partie de moi avait rendu visite à grand-père. J'étais resté assis là avec lui et je l'avais regardé lutter pour se souvenir où il était, quel jour on était, si Chloé était encore à l'école. Il m'a appelé par le nom de mon père une fois, et je me souviens encore de la façon dont il a souri quand je l'ai corrigé. « Julien », a-t-il dit, « c'est vrai. Toi, tu es toujours là. » Mais je n'ai pas posté à ce sujet. Je ne l'ai pas diffusé. J'étais juste là, discrètement. Et elle l'a utilisé. L'a transformé en levier pour un paiement. Bien sûr qu'elle l'a fait. « Qu'est-ce que tu veux de moi ?» ai-je finalement demandé. Antoine a levé les yeux. « Je veux sortir de tout ça. Chloé, la famille, le drame. J'aurais dû partir il y a 1 an, mais votre mère m'adorait et j'aimais être quelqu'un. Tu sais, c'est vrai. Je l'aimais vraiment. Il m'a laissé les documents et m'a dit de faire ce que j'avais à faire. Je suis sorti avec cette enveloppe et j'ai eu l'impression de détenir des codes nucléaires. Je ne suis même pas rentré chez moi. J'ai conduit jusqu'à un parc, je me suis assis sur un banc sous un arbre mort et j'ai laissé le vent froid de novembre me transpercer. C'était fini. Fini d'attendre des excuses. Fini d'espérer qu'il se souviendrait soudainement que j'étais de la famille. Fini de penser que ce n'était qu'une phase et que les choses redeviendraient normales. Ça, c'était normal. Ça avait toujours été normal. Je n'avais simplement pas voulu le croire. Mais ça ne rendait pas la douleur moins vive. Les semaines suivantes ont été calmes. Personne n'a pris contact. Le groupe de discussion familiale est resté silencieux. Chloé et Antoine ont rompu. Je ne le savais que parce qu'elle l'a effacé de son Instagram et a posté une de ses stories critiques qui disait « Mieux vaut perdre un homme que se perdre soi-même ». Classique. Je me suis replié sur moi-même, j'ai arrêté d'aller à la salle de sport, j'ai sauté mes habituelles soirées jeux de rôle avec des collègues. Noël s'est transformé en décembre, et décembre en un flou de matin pluvieux, de dîner au micro-ondes et d'une pile croissante de courriers non ouverts sur ma table de cuisine. J'étais en dépression. Ce n'est pas facile à admettre, mais c'est la vérité. Quand votre famille vous ferme la porte au nez et vous fait sentir comme le méchant d'une histoire que vous n'avez jamais écrite, cela ronge quelque chose de vital. Même avec les preuves en main, je ne me sentais pas victorieux. Je me sentais vide, trahi, mis au rebut. J'avais touché le fond. Et d'une manière étrange, cela m'a apporté de la clarté. Toucher le fond signifiait qu'il n'y avait plus rien à perdre. Un matin de début janvier, j'ai sorti le plat à tarte du frigo, le même que celui de Noël. Toujours intact, la moisissure fleurissant comme une expérience scientifique. Je l'ai jeté, j'ai nettoyé l'évier et j'ai ouvert mon ordinateur portable. Je n'ai pas opté pour la politique de la terre brûlée. Pas tout de suite. Ce que j'ai fait était plus simple. J'ai commencé à reconstruire, calmement, patiemment, pièce par pièce. J'ai changé de travail. Je travaillais pour un cabinet comptable de taille moyenne.
Bon salaire, mais culture toxique. Je me laissais porter depuis des années. J'ai commencé à travailler en freelance. Rien d'extraordinaire, juste des missions de sécurité de site web et des corrections de back-end pour de petites entreprises. Des clients que je pouvais choisir, des heures que je pouvais contrôler. Au début, j'étais fauché. Genre, nuits instantanées pour le dîner. Mais ensuite, une agence immobilière locale m'a engagé pour refondre sa plateforme de réservation. Et soudain, je ne faisais pas que survivre. Je faisais quelque chose, je construisais quelque chose à moi. Ensuite, j'ai annulé les fêtes de fin d'année. Je n'ai pas répondu aux SMS de la famille. Je n'ai pas envoyé de carte. Noé a pris contact une fois, a dit que je lui manquais. Je lui ai dit que je serais toujours là pour lui, mais que j'avais besoin d'espace. Il a compris. En janvier, j'ai commencé une thérapie. C'est la partie dont personne ne parle. Pas dans des histoires comme celle-ci. La partie où vous décidez enfin que vous n'allez pas bien. Que peut-être le problème n'est pas que le monde entier vous en veut, mais que vous n'avez jamais appris à cesser de vous excuser d'exister. C'était en visio au début. Ma thérapeute, Mera, était calme et directe. Elle a posé des questions que personne n'avait jamais posées. Quand avez-vous ressenti pour la première fois que l'amour était conditionnel? Que croyez-vous qu'il arriverait si vous parliez? Pourquoi pensez-vous avoir gardé cette capture d'écran pendant des mois? Et je lui ai tout raconté. Le favoritisme de ma mère, Chloé qui prenait toujours et était félicitée pour ça. Grand-père, la porte de Noël, comment je n'avais jamais été aussi en colère et ne m'étais jamais senti aussi seul. Chaque semaine, je devenais un peu plus fort. J'ai recommencé à courir. Rien d'énorme, juste 1 kilomètre ou 2 autour du pâté de maison avec de vieux podcasts dans les oreilles. J'ai supprimé la moitié de mes réseaux sociaux. J'ai arrêté de vérifier ce que Chloé postait. J'ai arrêté de lire les discussions familiales. J'ai arrêté d'espérer qu'il changerait. Et lentement, les gens ont remarqué. Les clients ont commencé à me recommander. L'un d'eux m'a même envoyé un cadeau de remerciement, un mug avec « Hackerman » dessus. J'ai ri plus fort que je ne l'avais fait depuis des mois. Puis, début mars, Noé a rappelé. « Tu devrais peut-être jeter un œil au groupe familial », a-t-il dit. J'ai hésité, mais je l'ai ouvert. Il y avait des photos, des captures d'écran, des documents juridiques. Apparemment, tante Rachel avait demandé un audit par un tiers de la succession. Le tribunal avait accepté et, ce faisant, avait découvert non seulement le retrait anticipé de Chloé, mais aussi un deuxième compte caché qui avait été mis en place pour transférer de petites sommes mensuellement. Pas assez importantes pour être suspectes, mais assez pour compter. L'exécutrice testamentaire était ma mère. Elle savait depuis le début. Elle avait aidé Chloé à le faire. Je n'ai pas réagi. Pas extérieurement. J'ai juste fermé l'application, je me suis adossé à ma chaise et j'ai senti cette clarté calme et terrifiante s'installer dans mes os. Ce n'était pas fini. Pas encore. Parce que pour la première fois de ma vie, je ne voulais pas seulement la paix. Je voulais que la vérité éclate au grand jour, avec des noms. Et s'ils pensaient que Noël avait été un désastre, ils n'avaient aucune idée de ce qui les attendait. Il y a une étrange sorte de calme qui suit une trahison si profonde qu'elle reconfigure votre compréhension de la réalité. Le jour où j'ai découvert que ma mère avait aidé Chloé à siphonner l'argent de la succession de grand-père, qu'elle avait activement participé à la dissimulation des transactions, je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai même pas ressenti de rage. Je me suis senti immobile, comme au cœur d'une tempête. Je suis resté assis à ma table de cuisine, le message de Noé toujours ouvert sur mon téléphone, fixant la petite pièce jointe en PDF. Le groupe de discussion familiale avait explosé à cause d'un audit préliminaire du tribunal. Il détaillait tout en langage sec et clinique, le montant manquant, les comptes utilisés, les signatures d'autorisation, l'une de la main de Chloé, l'autre de celle de ma mère. L'expression « faute de gestion fiduciaire » me sautait aux yeux. À la mort de grand-père, la maison devait revenir à ma mère, mais seulement à titre temporaire. C'était son idée de la laisser dans une fiducie pour que les petits-enfants puissent en hériter à parts égales. Elle n'a jamais été censée être à elle pour toujours, juste un endroit pour maintenir la famille ancrée jusqu'à ce qu'elle puisse être vendue et divisée. C'était l'accord. Apparemment, ma mère ne voyait pas les choses de cette façon.
Au cours des mois qui ont suivi son décès, elle a discrètement refinancé la maison. A contracté de petites lignes de crédit sur sa valeur. Rien d'assez gros pour déclencher des alertes, mais assez pour financer tout ce dont Chloé avait besoin. Frais professionnels, comme disait ma tante. Le problème, c'est que Chloé n'avait pas d'entreprise. Elle avait une chaîne YouTube et une ring light à 1000 €. Et je suppose que c'était la dernière pièce dont j'avais besoin, car pendant des mois, j'avais collectionné des histoires. Pas intentionnellement au début, juste de petites choses. Des remarques désinvoltes de cousins, des chuchotements lors des réunions de famille, des incohérences dans la chronologie de ma mère. Mais après Noël, j'ai commencé à faire attention. J'ai constitué un dossier. Je l'ai appelé « la tapisserie ». Non pas que je me sentais poétique, mais parce que c'est ce à quoi ça a commencé à ressembler. Un enchevêtrement de personnes, de dates et de mobiles. Des reçus Lydia, de vieilles publications Facebook, des registres de propriété, des emails de l'avocat de grand-père. Tout y était. Et maintenant, grâce à l'audit du tribunal, j'avais la confirmation. J'avais un levier. Le truc, c'est que quand on vous colle l'étiquette du « discret », quand les gens supposent que vous allez juste encaisser les coups et rentrer chez vous, ça devient votre plus grand avantage. Personne ne vous voit venir. Alors, j'ai élaboré un plan. La première chose que j'ai faite a été de contacter Noé. Si j'allais m'attaquer à ça, j'avais besoin de quelqu'un dans la famille en qui je pouvais avoir confiance. Et Noé, il avait toujours été solide. Le seul cousin qui ne s'était jamais moqué de moi en grandissant. Le seul qui s'était interposé quand Chloé plaisantait en disant que j'étais le fils du facteur. Il est passé ce vendredi soir avec des plats à emporter et 2 packs de 6. Nous nous sommes assis dans mon salon, entourés de meubles IKEA à moitié montés et de documents imprimés étalés sur la table basse. « Tu es sûr de ça ?» a-t-il demandé en feuilletant l'un des PDF. Parce qu'une fois que tu auras fait ça, il n'y aura pas de retour en arrière. J'ai hoché la tête. Il n'y avait pas de retour en arrière après Noël. Il s'est adossé, expirant par le nez. C'est juste. Au cours des jours suivants, nous avons travaillé comme si nous planifions un casse. D'abord, nous avons compilé tout ce que nous avions. Dossier juridique, email, chèques scannés, même de vieux SMS entre ma mère et Chloé provenant d'une sauvegarde de téléphone. Je l'avais extraite de son cloud il y a 2 ans quand elle m'avait demandé de réparer son login. Je ne l'ai jamais supprimé. Elle utilisait toujours le même mot de passe. Ensuite, nous avons établi la chronologie. Quand l'argent a commencé à bouger, quand grand-père est tombé malade, quand Antoine est entré en scène, quand le refinancement a commencé, quand elle, entreprise, a été annoncée. Tout concordait. Chaque trahison, chaque mensonge, chaque rire à mes dépens pendant qu'il pensait que j'étais trop faible ou trop inconscient pour voir ce qu'il faisait. Ensuite, j'ai contacté une vieille amie de fac, Danielle. Elle était maintenant avocate spécialisée en droit des successions, travaillant dans un modeste bureau en centre-ville. Nous ne nous étions pas parlé depuis un moment, mais quand je lui ai dit ce que j'avais, elle a trouvé le temps pour un café dans l'heure. Elle a écouté, a pris des notes, a posé des questions pointues. À la fin, elle m'a regardé droit dans les yeux et a dit, « Tu réalises que tu as de quoi forcer une enquête judiciaire complète, n'est-ce pas? Si ça devient public, ta mère pourrait faire face à de graves accusations. » Elle aussi. Je n'essaie pas de ruiner des vies, ai-je dit, bien que les mots aient eu un goût faux en les prononçant. Je veux juste que la vérité éclate. Danielle a eu un sourire en coin. Parfois, c'est la même chose. Elle a offert de m'aider gratuitement. A appelé ça une faveur. A dit qu'elle avait toujours aimé mon humour pince sans rire à la fac. Je n'allais pas dire non. Avec ses conseils, j'ai rédigé une déclaration pour le tribunal. Une plainte formelle avec des pièces jointes. Je ne l'ai pas encore déposée. Ce n'était pas la bonne stratégie. Pas encore. Parce que d'abord, je devais secouer le cocotier. J'ai commencé par Chloé. Je savais qu'elle ne pourrait pas résister à un appât, surtout s'il menaçait son image. J'ai donc posté un statut vague sur mon compte Facebook rarement utilisé. C'est drôle comme certaines personnes parlent d'amour-propre et d'émancipation alors qu'elles ont bâti leur succès en volant le fonds fiduciaire d'un homme mort. L'épreuve arrive bientôt. Moins d'1 heure plus tard, elle m'a envoyé un message. « C'est quoi ton problème ? » Pas de salutation.
Pas de ponctuation. J'ai attendu 10 minutes. Puis j'ai répondu, tu devrais parler à maman. Vu. Pas de réponse. 2 jours plus tard, elle a posté une vidéo sur sa chaîne. Un monologue décousu, à peine voilé, exposant les « à terre » où elle jouait la carte de la victime si fort qu'elle aurait pu être plastifiée. Elle disait avoir coupé les ponts avec la famille toxique, affirmait que des gens propageaient des mensonges par jalousie, et laissait entendre qu'elle était victime de chantage. Déviation classique. Ce qu'elle n'a pas réalisé, c'est que son petit coup de gueule avait attiré l'attention de plus que ses 7000 abonnés. L'un de ses sponsors, une petite marque de soins de la peau bio, l'a contacté pour demander des éclaircissements. Comment je le sais? Parce que Noé m'a envoyé le message interne que leur représentant lui a transféré. Il s'est avéré que sa copine travaillait dans leur service marketing. Les dominos commençaient à vaciller. Puis est venu le déclencheur final. Ma mère m'a appelé. Je n'avais pas entendu sa voix depuis 3 mois. Cela me serrait encore la poitrine. Des années de réflexes et d'espoir enfouis qui se heurtaient. Julien, dit-elle, d'une voix soigneusement maîtrisée. Je pense que nous devrions parler en personne de la succession, de tout. Je n'ai pas répondu tout de suite. Je préférerais que mon avocate soit présente, ai-je finalement dit. Un silence. Tu as pris un avocat? J'ai dû, ai-je répondu, en gardant mon ton neutre. Après ce que j'ai trouvé. Un autre silence. Celui-ci plus long. Mais nous sommes une famille. Tu n'avais pas à aller aussi loin. J'ai failli rire. Vous êtes allé plus loin. Elle a soupiré, un soupir long et théâtral. Qu'est-ce que tu veux? La voilà. Pas d'excuses, pas de remords, juste la question qu'ils finissent tous par poser. Que veux-tu pour que tout ça s'arrête? Je n'ai pas répondu, car la vérité, c'est que je voulais tout. Pas de l'argent, pas une vengeance pour le plaisir. Je voulais que le silence se brise. Je voulais que tous ceux qui m'avaient un jour regardé comme si j'étais insignifiant voient. Je voulais que les règles du jeu soient les mêmes pour tous. Pas seulement pour moi, mais pour chaque cousin qu'ils ont méprisé, chaque vérité qu'ils ont enterrée sous la politesse et les cercles de prière. La mise en place était presque terminée. Une dernière pièce manquait, la révélation publique. Je ne voulais pas tout déverser en ligne et devenir un cas viral sur Reddit. Ce n'était pas mon style. Ce que je voulais, c'était chirurgical, propre, incontournable. Alors, j'ai demandé une faveur à un ancien client, un animateur de podcast local qui couvrait les litiges familiaux et les drames de type faits divers. Son émission n'était pas énorme, mais elle avait un public fidèle. Quand je lui ai raconté l'histoire, anonymisée pour le moment, il a dit, c'est dingue. Et si tu as les preuves, ça pourrait être notre plus gros épisode. Je lui ai tout donné. Nom masqué, voix modifiée, documents floutés, juste assez pour faire des vagues. Et juste avant qu'il ne le publie, j'ai fait une dernière chose. J'ai envoyé un dernier message dans le groupe « Festin de famille ». Il disait « Salut tout le monde, vous devriez écouter ça », suivi du lien du podcast. Puis j'ai éteint mon téléphone, je me suis adossé à ma chaise et j'ai attendu le son de tout ce qu'ils avaient construit sur des mensonges, s'effondrant enfin. Je n'ai pas rallumé mon téléphone pendant 8 heures. Je suis allé me promener à la place. Une de ces longues promenades délibérées où l'on se fiche de savoir où l'on va finir. J'ai erré dans un parc voisin, traversé une ruelle derrière le théâtre communautaire, pour finir sur un banc devant un étang gelé. Ma respiration formait un nuage dans l'air alors que je m'asseyais, laissant le calme m'imprégner. Les derniers mois avaient été un tourbillon de trahison, de recherche, de thérapie, et la lente et constante construction vers quelque chose d'irréversible. Je n'avais pas peur. J'étais prêt. Quand j'ai finalement rallumé mon téléphone, les notifications sont arrivées comme un déluge. SMS, appels manqués, messages vocaux. Le groupe de discussion familiale était en pleine crise de nerfs. Il y avait plus de 150 messages non lus. La moitié d'entre eux étaient déjà supprimés, mais d'autres restaient. Des diatribes dignes d'une capture d'écran, des explications désespérées, et quelques menaces de la part de personnes qui ne comprenaient manifestement pas comment fonctionnent les podcasts. Le premier appel à passer fut celui de Chloé. Je l'ai refusé. Puis est venu un SMS. Tu n'as aucune idée de ce que tu viens de faire.
Je n'ai pas répondu, car le fait est que je savais exactement ce que j'avais fait. Le podcast avait été mis en ligne ce matin-là. Un exposé de 58 minutes avec des noms masqués, mais suffisamment d'indices contextuels pour que n'importe qui dans notre ville, ou n'importe qui sur Facebook honnêtement, puisse reconstituer le puzzle. L'histoire d'une matriarche de famille qui a abusé de son rôle d'exécutrice testamentaire. Une fille qui a manipulé un héritage. Un petit-fils qui a tout découvert et est resté silencieux jusqu'au jour où on lui a fermé la porte au nez. C'était émouvant, calme, intelligemment narré. Ça ne criait pas vengeance. Ça murmurait responsabilité. Le soir, l'épisode avait plus de 40 000 écoutes. Un blog d'information locale l'a repris. Puis le groupe Facebook de droit des successions du département a commencé à publier des captures d'écran et à spéculer. Les gens faisaient le lien rapidement. À 21h03, Danielle, mon amie avocate, m'a appelé, la voix dissimulant à peine sa satisfaction. Il panique, a-t-elle dit. Le cabinet qui co-gérait la succession avec ta mère vient de contacter le tribunal pour lancer un examen fiduciaire complet. Ça y est. Bien, ai-je dit. Et toi, a-t-elle demandé. Tu vas bien? J'y arrive. Les retombées sont venues par vagues. Vague 1, l'implosion juridique. L'enquête du tribunal a progressé rapidement, plus vite que quiconque ne l'avait prévu. Honnêtement, il s'avère que lorsque vous appliquez une pression publique aux bons endroits et que vous la soutenez avec des documents, la bureaucratie a tendance à se dépêcher. En 2 semaines, ma mère a été démise de ses fonctions d'exécutrice. Un fiduciaire tiers a été désigné pour superviser la distribution de la succession de grand-père. La maison qu'elle essayait de garder a été gelée. Pas de refinancement, pas de paiement, pas de ligne de crédit. Chloé a reçu une mise en demeure concernant tout accès futur à la fiducie. Elle a été invitée à soumettre une déclaration formelle concernant les chèques non autorisés. Son avocat, un commis d'office, a apparemment tenté de faire valoir qu'il s'agissait d'un malentendu, que grand-père lui avait donné sa permission verbalement, mais les emails prouvaient le contraire. Quant au chèque, la trace écrite était indéniable. La coopération d'Antoine, ainsi que ses captures d'écran et ses mémos vocaux, ont solidifié la chronologie. Le tribunal a ordonné à Chloé et à ma mère de rembourser les montants prélevés avec intérêt, sous peine de poursuites formelles pour détournement de fonds successoraux. C'est là que ma mère a craqué. Vague 2, l'effondrement social. Le podcast n'a pas donné de nom. Mais une fois que les documents sont arrivés au tribunal, tout est devenu public. Les gens ont commencé à parler. Notre paroisse, la même où ma mère s'asseyait au premier rang comme une reine, l'a discrètement retirée du comité financier. Ses amis ont cessé de répondre à ses appels. Même son club de lecture l'a ignoré. Chloé a posté une longue vidéo décousue sur sa chaîne intitulée « Ma vérité ». C'était un chef-d'œuvre d'évitement. Elle a pleuré, a dit qu'elle était incomprise, a affirmé qu'elle n'avait jamais voulu blesser personne et que les affaires de famille devraient rester privées. Les commentaires ont été désactivés au bout d'1 heure. La vidéo a été retirée le lendemain, mais il était trop tard. Des extraits avaient déjà été repostés partout. Noé m'a envoyé des captures d'écran du groupe de discussion qui s'était créé au sein de notre famille élargie. Apparemment, tante Rachel avait rallié la moitié des cousins pour soumettre leurs propres préoccupations juridiques. Quelques-uns envisageaient une action civile pour dommages et intérêts. La réputation de Chloé était ruinée. Son nombre d'abonnés sur les réseaux sociaux a diminué de moitié. Ses parrainages de marque se sont évaporés. Et Antoine, il a déménagé à Bordeaux. Malin, le gars. Vague 3, le règlement de compte personnel. Je n'avais pas parlé à ma mère depuis son appel téléphonique froid et sec. Mais un soir, une lettre est arrivée à mon appartement. Manuscrite, sans adresse de retour, mais j'ai immédiatement reconnu son écriture. C'était 5 pages, sinueuses, défensives, émotionnelles. Elle s'excusait sans s'excuser. Disait des choses comme « J'ai fait ce que je pensais être le mieux, et, tu comprendras quand tu seras parent ». Vers la fin, elle a écrit « Tu as fait souffrir beaucoup de gens. Est-ce que ça en valait la peine ?» J'ai lu cette phrase plusieurs fois, puis j'ai ri. Pas cruellement, pas amèrement, juste avec la réalisation silencieuse que oui, ça en valait la peine. Non pas parce que je voulais que quiconque souffre, mais parce qu'il ne s'attendait jamais à des conséquences. Parce qu'il pensait que l'amour signifiait le silence.
Parce qu'il pensait que la trahison resterait sans réponse. Je n'ai pas répondu. Elle n'y avait plus droit. Au lieu de cela, j'ai passé les semaines suivantes à terminer ce que j'avais commencé. Daniel m'a aidé à rédiger une dernière lettre au fiduciaire demandant que ma part de la succession, quelle qu'elle soit versée à un fonds de bourse au nom de grand-père pour les enfants de l'aide sociale à l'enfance. Il avait grandi dans ce système. Cela me semblait juste. Je n'ai rien gardé. Ni l'argent, ni la maison, ni les souvenirs qui ne me servaient plus. J'ai tout laissé partir, parce que cette vengeance. Ce n'était pas une question de destruction. C'était une question de libération. Noé et moi nous parlons toujours. Nous prenons un café tous les dimanches maintenant. Parfois, nous rions du drame. Parfois, nous parlons de grand-père. Parfois, nous ne parlons pas du tout. Juste assis dans le calme, sachant que nous avons traversé ça. Un jour, il a dit, « Tu sais, je pense que grand-père aurait été fier. » J'ai hoché la tête. Je pense qu'il l'était déjà. Et c'est comme ça que ça s'est terminé. Pas avec un cri, ni une bataille judiciaire, ni un moment de justice virale. Juste la vérité révélée. Une famille fracturée, mais honnête. Un héritage récupéré. Et moi, enfin.